Saison 2 de Monologue. On continue d'écouter ce qui se passe dans nos têtes et cette fois, on part à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes et qui font bouger le monde. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Anne-Gabrielle et vous écoutez Monologue, le podcast qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Au fil des épisodes, nous irons ensemble à la rencontre d'invités qui nous parleront de la petite voix dans leur tête. Comment elle leur parle, comment ils se parlent et ce que ça fait d'être eux. Alors bienvenue. Monologue, ça fait comment d'être vous ? Non, moi je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer et de faire du théâtre ou de faire un film. C'est parce que j'ai l'impression que tous, on a la partie cachée, quoi, de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on ne formule pas, et que c'est ça qui m'intéresse. C'est cette part-là, de ce qui n'est pas formulé, j'arrive beaucoup mieux à la transmettre, à la communiquer à travers le théâtre, à travers le cinéma. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Monologue, je reçois Marie Raymond. Après plus de 20 ans au théâtre, comme comédienne et metteuse en scène, et un Molière reçu en 2015, elle entre par la grande porte au cinéma en signant son premier long métrage, Élise sous emprise, dont elle est la réalisatrice et l'actrice principale, aux côtés de José Garcia. Élise sous emprise est un film intime, partiellement autobiographique, sur les relations d'emprise, des crises de panique et des moments où on commence à se perdre soi-même. Avec elle, on va parler de peur, d'émotions, de dialogue intérieur, de confusion et de ce que le corps peut parfois exprimer quand les mots ne suffisent pas. Alors bonjour Marie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et merci. Avec grand plaisir, merci à toi. Je propose d'abord, pour que les auditeurs puissent situer le film, que tu nous pitches ton film, Élise sous emprise. De quoi ça parle ? Ça parle effectivement de quelqu'un qui se perd un peu soi-même. Donc on suit le parcours d'Élise qui est dans une relation toxique depuis quelques années. Parallèlement à ça, elle est assistante d'un grand metteur en scène et tout d'un coup, du jour au lendemain, on va lui donner à elle la responsabilité d'une équipe euh, pour, euh, pour continuer les répétitions d'un spectacle. Et en fait, elle commence une période un peu chaotique où du jour au lendemain, elle se met à avoir des attaques de panique et elle comprend pas ce qui lui arrive. Donc, de mensonges en malentendus, etc. Elle essaye de surnager au milieu de ce tunnel et on comprend au fur et à mesure qu'elle a besoin de se libérer de certaines choses, dont de cette relation qui dure, dans laquelle, voilà, elle s'est filée et dans laquelle elle ne se reconnaît plus et la libération passe aussi, par la redécouverte des autres, de son entourage, d'elle-même et par la création. Et donc dans ce film, c'est toi qui joues le rôle d'Élise Ouais, et tu donnes la réplique à José Garcia, ouais. qui est ton partenaire dans le couple du film. Mon pervers narcissique, Voilà, voilà, exactement. préféré. Oui, non, oui, à José Garcia et à Gustave Kervern Oui, aussi, voilà, oui. qui jouent un rôle, essentiel dans dans cette histoire. Tout à fait. Avant de discuter du sujet du film et de ces moments que tu as pu traverser étant plus jeune, ça fait comment d'être toi aujourd'hui, là, maintenant ? Et plus précisément, est-ce que tu es quelqu'un qui se parle beaucoup ? Ou tu es plutôt dans l'image ou dans le ressenti ? Est-ce que tu as une voix intérieure très présente ? Ouais, j'ai une voix intérieure, très présente, un peu trop à mon goût, surtout la nuit quand ça ne sert à rien. Je suis beaucoup du genre à refaire l'histoire, à ressasser un peu des moments, à revivre des dialogues en me disant ah tiens, enfin voilà, je suis beaucoup là-dedans et justement ce qui m'apaise, c'est dès que je lis, que je regarde la vie autour de moi, que je vais à des créations, à des spectacles, enfin voilà, dès que de nouveau je reprends goût à ce qui est en train de se passer sous mes yeux au moment même, ça apaise Ah cette oui. petite voix intérieure ou ça la nourrit autrement, ça donne des envies, mais en tout cas, voilà, ça remet, plus concret, quoi. C'est plus joyeux. Et en termes d'émotions, c'est quoi les émotions que tu ressens le plus au quotidien pour l'instant ?
Si tu devais faire un top 3 de tes émotions les plus fréquentes. Bah là, c'est bizarre, je sais pas si c'est, comment dire? C'est vraiment là, en ce moment, avec la sortie du film, on est au début de la deuxième semaine, donc c'est plus l'intranquillité, quoi. C'est plus, Mhm. c'est un moment, le premier film, on a passé tellement d'années à l'écrire, à attendre qu'il sorte, en fait, à attendre qu'il rencontre, son public et du coup, tout d'un coup, ce moment arrive et puis en même temps, il y a plein de choses, positives et qu'on se dit: «Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai fait ça, j'ai fait ce film» et puis en même temps, c'est jamais comme on l'imagine donc là voilà, je me dis: «Ah oui, non mais avec, l'actualité, avec Cannes, tout ça, en fait, ce film, il est complètement noyé, la sortie, ça va tout ce moment que j'ai tellement attendu, ça sera déjà passé, j'aurais même pas vu passer». Enfin voilà, il y a des peurs comme ça, et puis, bah, comme je disais, c'est souvent la nuit où c'est un peu irrationnel et on se met tout d'un coup à à douter, à être, intranquille, inquiet, voilà et après dans la journée quand il y a des choses, en fait, j'ai une tendance naturelle à la procrastination et quand j'arrive à lutter contre ça, à être dans l'action, à revenir au présent, j'ai la chance aussi d'être maman d'une petite fille, qui avec qui c'est extrêmement joyeux, donc de Mhm. retrouver ce présent-là et tout ça, ça c'est voilà, ça c'est les moments, qui aident. Oui, donc c'est très Mmh mh. intense pour l'instant. Exact. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une différence en ce que tu montres au monde et les conversations que tu as avec toi-même? Tu vois, est-ce que ton intérieur ressemble à ce qu'on voit de toi à l'extérieur? Bah, non, moi je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer et de faire du théâtre ou de faire un film. C'est parce que j'ai l'impression que tous on a la partie cachée quoi, de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on ne formule pas et que c'est ça qui m'intéresse. C'est cette part-là de ce qui n'est pas formulé, j'arrive beaucoup mieux à la transmettre, à la communiquer à travers le théâtre, à travers le cinéma, voilà, c'est ce qui me plaît moi dans la lecture aussi quoi, c'est d'avoir accès à cette, voix intérieure chez les autres et non, je pense que, j'ai l'impression qu'on devient, pour ma part, comédienne ou artiste ou et cetera, justement parce que la personne sociable, c'est la moins évidente pour moi et donc c'est pour cette part cachée que j'ai envie de créer quoi, vraiment. Hmm. Est-ce que aujourd'hui, tu dirais que tu as confiance dans ce que tu te racontes intérieurement? On comprend à travers le film, à travers ton Mmh. histoire, que tu as dû beaucoup y réfléchir, prendre du recul. Et est-ce Oui, comment est-ce que tu es maintenant par rapport à ton instinct, par rapport à ta voix intérieure vraiment intime? ouais, j'ai effectivement cette histoire. Alors en plus, elle s'est passée il y a longtemps parce que j'ai mis du temps à écrire. Le film a mis du temps à se faire. Donc j'ai aussi moi eu beaucoup plus de recul aujourd'hui par rapport à ce que je raconte dans le film. Ce qui est sûr, c'est que, d'avoir traversé ça, cette histoire-là, cette relation, ces crises de panique et cetera, ça m'a donné, un instinct, peut-être à la fois un instinct de protection qui peut, parfois, ben, si je prends peut-être le mauvais sens de ça, c'est qu'il y a plus une difficulté parfois à faire confiance, à d'autres histoires, et cetera. Par contre, l'aspect positif aussi, c'est que, j'ai plus confiance aujourd'hui, dans mon instinct. Alors je sais pas si c'est cette Mm. petite voix intérieure, mais en tout cas, ouais, et ça me donne une liberté aussi. Je suis moins dans l'envie, bah, que j'ai eue pendant longtemps, même à travers cette relation-là, de plaire, d'être dans ce que les autres, attendraient aussi, de plus, de toujours me situer par rapport à la parole de quelqu'un d'autre. Voilà, là je découvre, mais c'est long, hein. Je pense qu'il y a des gens qui le qui le découvrent beaucoup plus tôt, dans leur vie. Mais moi, vraiment pendant très longtemps, j'ai eu l'impression de devoir toujours rester à cette place de la stagiaire quoi, je sais pas comment dire, celle qui où la vie, le monde, ça s'est déjà installé d'une certaine manière et moi c'est comme si je venais, voilà, faire mon petit, stage en entreprise et donc j'essaye de trouver ma place, mais en me disant: «Bah, il y a les grands autour, les choses sont déjà installées», tout ça et maintenant, ça va avec le fait d'avoir plus, avec la création, mais aussi, depuis que je suis maman, enfin, il y a plein de choses qui font que
je fais plus confiance à, ouais, beaucoup plus à mon instinct aujourd'hui. Mhm, mhm. Et quand tu traverses une période de fragilité, ta voix intérieure, elle devient maintenant plus dure ou plutôt protectrice? Ouf, ça dépend. Ouais, je pense que là, il y a des moments où je peux très vite, tout d'un coup, voir tout en noir. C'est-à-dire une chose qui s'est mal passée me fait remettre en question plein d'autres choses autour. Et puis aussi, avec le temps qui passe, tout d'un coup, je me dis, ah, je pense à cette phrase tout le temps, c'est dans le film de Léo Scarax, là, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Bah voilà, les jours où je vois tout en noir, je me dis, ah mais en plus, ah mais c'est idiot, j'aurais compris ça il y a 10 ans, enfin voilà. Mhm. Et sinon, il y a des moments aussi où j'arrive mieux à être plus indulgente, c'est-à-dire à me dire, attends, là, tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu savais à ce moment-là, ce que tu pouvais faire. C'est déjà pas mal et j'arrive mieux, mais parce que c'est un exercice aussi, à me dire: «Mais attends, tous ces gens qui disent que ça leur fait du bien, ton film ou ton spectacle ou je sais pas, ou que tu transmets des choses par le jeu, tous ces gens-là, c'est aussi quelque chose qui pourrait te donner confiance et voilà, être positif et cetera» et j'arrive mieux maintenant à me le dire, c'est-à-dire à me dire, bon, il y a ça, tout n'est pas, tu ne maîtrises pas tout dans ta vie, il y a plein mais au moins, c'est ce fait de réussir quand même à partager certaines émotions, tout ça, c'est pas mal. Mhm. Voilà. Ton film justement parle de relations sous emprise, relations que tu as, donc comme tu le disais tout à l'heure, toi-même expérimentées quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu penses Ouais. qu'on peut sentir physiquement quand une relation nous abîme avant même Oui, de pouvoir le formuler? ouais, complètement. Avant même, hein, avant les attaques de panique, avant des choses très fortes comme ça, il y avait déjà, je me souviens, j'ai eu cette sensation, et c'est très précis, de petits picotements dans les doigts quand, je tout d'un coup, il y a un truc de malaise, quoi. Je Ah sens oui. que, il y a un truc qui va pas trop, dans la situation. Donc évidemment, cette première re relation, longue, j'étais beaucoup plus jeune, ça m'arrivait très souvent. Mais plus tard, quand j'ai une autre relation pas du tout du même ordre et c'était pas du tout un truc d'emprise et c'était pas un pervers narcissique, mais malgré tout quelque chose faisait que ça n'allait pas, j'ai re-eu ces sensations-là. Donc j'ai pas refait la relation, la première relation d'emprise, il y avait eu ensuite ce truc très parlant du corps avec vraiment l'impression de plus respirer, les attaques de panique, l'impression d'être oppressé ou ce truc de l'agoraphobie qui arrive aussi. Mais même sans ça, je pense qu'il y a vraiment un instinct, enfin, oui, oui, il y a vraiment des petits signaux physiques Mhm. qui apparaissent et ça, j'y fais beaucoup plus attention, maintenant. Dans ce type de relation, est-ce que tu crois que est-ce qu'on continue à se parler intérieurement ou est-ce que finalement on finit par entendre la voix de l'autre? Ça, c'est intéressant je pense que ça dépend du type de relation. Quand c'est une emprise qui vous coupe de votre environnement, la famille, les amis et cetera, je pense que oui, au bout d'un moment, on entend la voix de l'autre qui prend la place et puis même dans ce livre, donc l'autobiographie d'André Agassi là, Open, ça, il en parle très, très bien quand il dit, que dans sa vie personnelle et sur le cours de tennis, c'est la voix de son père qu'il entendait en permanence, quoi et que, Mhm. ça avait remplacé sa voix à lui, Oui. intérieure de, hem Il était dans une relation d'emprise avec son père. Oui, oui, oui. exactement, c'est son père qui avait décidé de faire de lui un champion, c'est son père qui, voilà, qui lui hurlait dessus à chaque fois pour qu'il, continue, qu'il ne lâche pas sa raquette et je pense, moi, dans ma relation, c'était un petit peu différent parce que c'est pas quelqu'un qui, heu, qui était physiquement omniprésent là. Par contre, il était omniprésent dans ma tête. C'était quelqu'un justement qui était, dans le mensonge en permanence, dans la fuite, dans les petits arrangements et dans ce cas-là, c'est un peu différent parce que j'avais l'impression que moi, à l'intérieur, j'essayais d'analyser tout en permanence. J'essayais de comprendre et en fait ça m'épuisait. Mais c'est ça aussi qui faisait que je restais dans la relation parce que je me disais tellement: «C'est pas possible qu'une personne soit capable de faire ça, donc il doit y avoir une Oui. explication» De et en fait le justifier fait de me son raccrocher à comportement. ça, voilà, Oui. de justifier le comportement et ça finalement ça fait que les années passent, le temps passe
les mois passent et on est toujours en train d'essayer de trouver, de se dire: «Mais non, il y a forcément un moment où je vais comprendre et où la relation, elle va enfin se dénouer», ça et le jour où, au contraire, cette petite voix-là, elle s'arrête parce que, il y a juste un truc tout bête qui est de prendre soin de sa santé physique et que ça prend le pas, et bah, c'est là où j'ai arrêté moi de l'entendre lui et d'entendre ma voix qui analysait tout. Mmh. Et le film, parce que le film, il a un ton aussi de comédie, enfin, il est entre drame et il y a aussi de la et je sais que ça, le moment où j'ai commencé à écrire et notamment à écrire les dialogues de ce personnage-là qui était vraiment clairement inspiré de cet homme, ça a fait taire justement ça enfin, je l'ai mis à distance lui tout de suite. Mmh. J'ai vu ce qu'il pouvait y avoir aussi de pathétique, de voilà, ce que je ne m'autorisais jamais quand j'étais moi dans la relation à analyser comme ça et donc de l'écrire, ça a calmé, justement, cette voix-là et puis, ça l'a mis à distance, quoi. Oui, oui. Et justement, sans vouloir, oui, en faisant attention de ne pas spoiler trop le film, c'est quoi le chemin que tu as trouvé pour t'en sortir? Est-ce qu'il y a eu des grands moments de prise de conscience, de déclic? Tu disais là, par exemple, de prise de recul quand tu t'es mise à écrire. Ou est-ce que ça a Ouais. plutôt été très lent, par des tout petits pas qui Alors venaient? il y a beaucoup de petits pas. C'est étonnant parce que dans ce genre de relation, par exemple, l'entourage, très vite va détecter que ça n'est pas une relation saine, qu'il faut s'en éloigner, mais on ne l'entend pas, on ne l'entend pas, on ne l'entend pas et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on va se mettre à, un tout petit peu plus écouter, les personnes autour. L'éloignement, moi, je sais qu'il y a eu un moment où, parce qu'on est tenté des fois de lâcher ses propres objectifs, ses propres rêves et moi, je me suis raccrochée quand même à ce concours de l'école du Théâtre national de Strasbourg, ce qui m'a fait partir quand même, dans cette école, même si j'étais toujours en lien avec lui, on se voyait les week-ends et tout ça, mais quand même l'éloignement physique, ça a été une étape. Ensuite, il y a eu, la découverte du livre donc d'Agassi, qui a été aussi une autre étape et le fait de me lancer avec 2 amis sur une création autour de ce livre-là, ça redevenait quelque chose où je me retrouvais, heu, sans où j'avais l'impression de retrouver ma personnalité et ensuite, il y a eu l'accompagnement médical et l'écriture. Mhm. C'est-à-dire, l'accompagnement médical, j'en parle un petit peu dans le film, même si moi j'ai pas eu ce truc de groupe de parole et cetera, mais tout d'un coup quelqu'un en face qui met des mots parce que moi j'avais pas forcément fait un lien très clair toujours entre, cette relation, ce qui m'arrivait, tout ça. Donc quelqu'un qui décortique un petit peu mieux, les choses et puis qui vous apprend à lutter contre justement la panique, la peur et tout ça et en fait, comme on est centré là-dessus, sur ce petit, atelier d'essayer d'éloigner la peur, bah, du coup, on éloigne aussi la relation sans donc ça a été vraiment, aussi une grande étape. Mais je pense que, ouais, le moment où j'ai commencé à écrire, le film, alors là, ouais, ça, c'était vraiment la fin très, très claire de la relation. Mhm. Là, oui, là, la mise à distance a été nette et oui. Ouais, Mhm. immédiat. Et donc, comme tu le mentionnais à l'instant, à un moment donné, Élise, dans le film, développe des crises de panique et elle va les vivre, mais aussi les décortiquer avec son thérapeute, entre autres, et on va comprendre en même temps qu'elle, un peu mieux ce qu'elle vit dans ces moments-là. Et c'est un super bel exercice d'humanité, de ce qu'on appelle la psychopédagogie, où on essaye de nous expliquer notre cognition et comment le corps peut s'emballer. Quand on fait une crise de panique, qu'est-ce que les autres ne comprennent généralement pas? Alors, en fait, à l'intérieur, on a donc, le cœur qui s'accélère, la respiration qui est difficile. On a l'impression qu'on manque d'air, qu'il faut qu'on trouve une solution immédiate et bizarrement, de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui se ferme. Moi, j'arrivais pas à parler, par exemple, pendant ces ou alors je m'agitais frénétiquement, sur mon sac à main, sur mes trucs, les poches, enfin, j'essayais de trouver quelque chose, mais impossible de bien communiquer avec même les amis, l'entourage. Donc les gens qui savent pas qu'on est en train de traverser ça, ça m'est arrivé
dans un train en tournée de spectacle, d'être avec des gens, certains que je connaissais bien, d'autres pas très bien, mais avec qui je jouais, etc. Et je pense que eux, ce qu'ils se racontaient, c'est oh là là, mais dis donc, elle est froide en fait, elle parle pas, elle est pas, enfin voilà, elle est, elle est pas fun, elle est toujours agitée là dans son coin, mais elle est pas du tout au présent avec nous. Et c'est vrai que c'est tellement moi, le soulagement quand j'en suis sortie de tout ça, ça a été de retrouver ces sensations de communiquer, d'être avec les autres, vraiment, d'être à l'écoute des autres, de pouvoir être à nouveau dans le présent avec les autres. Ça, j'avais complètement, perdu ça. Donc non, de l'extérieur, je pense qu'on c'est difficile. Il y a quand même, heureusement, il y a quand même des gens qui perçoivent et qui, même s'ils n'ont pas vécu ça eux-mêmes et ne peuvent pas comprendre tout à fait, ont la bonne réaction. Il y en a quand même, et c'est de ceux-là dont on se souvient le mieux après, et auxquels on se raccroche. Et c'est quoi la bonne Mais voilà, réaction, justement? bah, c'est déjà de ne pas juger parce qu'il y a quelque Mhm. chose d'irrationnel dans Mhm. l'attaque de panique. C'est fou, on peut pas, quelqu'un ne peut pas comprendre pourquoi tout d'un coup, dans un train, on pense que si le train ne s'arrête pas tout de suite et qu'on peut pas en descendre, on va mourir, en fait. C'est irrationnel, c'est comme, mais c'est la peur de gens qui prennent plus l'ascenseur parce que tout d'un coup, voilà, il y a, et Donc ne pas ceux oui, qui le non-jugement. Oui. ne pas juger, ceux qui sont dans le jugement autour, ou qui s'en moquent ou qui tout ça, ça Mhm. c'est très difficile. Et donc ne pas être dans le jugement, et même si ça se répète, ça peut être lassant pour l'entourage. Donc, ceux qui arrivent finalement à continuer d'accompagner, d'être sans non plus être intrusif, c'est-à-dire sans demander toujours mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, etc. Mais juste être là et ne pas juger, c'est déjà énorme. Mhm. Et ces moments de panique, est-ce que c'est lié à une sorte de moment où tout est figé à l'intérieur, ou est-ce qu'au contraire, c'est un trop-plein de pensées à ce moment-là? Alors le temps s'étire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une minute dure 2 heures, et les pensées sont en boucle sur la catastrophe qui va arriver. C'est-à-dire, on Mhm. se dit, là, ce qui va se passer, donc, c'est que je suis en train de manquer d'air. Donc, dans 2 minutes, je vais vraiment étouffer, je vais vraiment devenir dingue dans cet endroit fermé. Il va falloir appeler les pompiers, ça va être ridicule. Tous les regards vont se poser sur moi alors que j'ai vraiment envie là de, de disparaître. Voilà. Donc, c'est des pensées qui se nourrissent de la peur de tout ce que le pire pourrait arriver, quoi. C'est pas du tout, il y a rien de rationnel, et dans ces moments-là, l'écoute et la vision est aussi un peu déréglée, c'est-à-dire qu'on prête beaucoup plus attention à tous les bruits anxiogènes, tout ce qui peut être anxiogène dans l'environnement. Et moi, je sais que j'avais vraiment une plus grande sensibilité à tout ce qui était plus sombre, donc évidemment bah, les espaces fermés ou le métro souterrain. Enfin, il y a un besoin de clarté, de lumière, et on a l'impression dans ces moments, on a le champ visuel qui se rétrécit, quoi. Et maintenant que toi, tu as décortiqué tout ça et travaillé là-dessus, est-ce que du coup, tu n'en as plus? Ou est-ce que tu as mis quelque chose en place au quotidien pour apaiser le niveau d'anxiété générale? Ou est-ce que tu as un... Voilà, comment ça se passe Mmh. maintenant? Alors, moi, j'ai la chance, là, depuis des années, depuis quelques années, de ne plus en avoir au quotidien du tout. Par contre, je sais qu'avant, enfin, avant d'avoir des crises de panique, je voyageais beaucoup, et je me posais pas de questions, et j'adorais, alors maintenant, de toute façon, on prend moins l'avion, mais j'adorais ça, partir dans des endroits que je connais pas, même seule, même prendre l'avion, enfin, et sur un coup de tête, quoi. Et ça, je me rends compte malgré tout que je ne le fais plus. Donc, je pense qu'il y a un reste de peur. Je peux reprendre l'avion pour des petites destinations. À chaque fois, je me dis: «Ah, c'est bien, je ne suis pas dans la même panique qu'avant», mais parfois, on est à 2 doigts que ça revienne, quoi. Il suffit qu'il y ait Mhm. je ressens une petite montée et tout. Donc ça, c'est ces moments-là, j'arrive pas encore, et je sens quand même que dans ma vie, l'espèce de tranquillité d'esprit est devenue plus importante que le goût de l'aventure.
Donc c'est quand même un symptôme. Par contre, je n'ai plus, ouais, je n'en ai plus au quotidien, voilà, dans le métro, dans les endroits qui auparavant étaient propices à ça, j'en ai plus. Je sais pas trop, je pense que j'ai eu la chance d'être bien suivie assez vite quand j'ai eu ça. Et puis malgré tout, bah, je fais plus attention. Enfin voilà, de ne pas me retrouver pas comme à ce moment-là dans des relations vraiment toxiques ou ce genre de choses. Peut-être pour conclure déjà, d'une façon très concrète, depuis ce film, est-ce qu'il y a une phrase ou une croyance sur toi ou quelque chose que tu ne te dis plus, ou au contraire une phrase ou quelque chose que tu te dis davantage? Mmh, qu'il faut que je fasse confiance à mes instincts. Voilà, ça c'est ce que je me dis plus. Et puis, je me rends compte en ce moment, comme je retravaille beaucoup sur les textes de Jean-Luc Lagarce et son journal et tout ce qu'il traverse, ça m'apaise parce qu'en fait, je trouve dans sa façon de gérer ces moments où on est, intranquille et puis d'autres moments où on se dit: «Bon, bah, je vais arrêter maintenant d'avoir, peur de la peur et je vais arrêter de refaire, et et tant pis pour les malentendus, tant pis pour ce qui a pas été, compris et de ne plus avoir peur d'affronter, la vie». Enfin, ça m'aide et je profite, j'ai l'impression que, ouais, depuis quelque temps, j'essaye aussi davantage de profiter de plein de moments gratuits, donc de jeux. Par exemple, bah, évidemment avec ma fille des moments de jeu, tout ça, mais aussi, dans les grandes villes, ce plaisir de se poser, de regarder la vie autour et d'être que à ce moment-là, j'en profite beaucoup plus maintenant. Mmh. Bah, écoute, je te remercie vraiment, beaucoup pour cette discussion. J'espère que toi ça va, je ça te ramène est-ce que c'est pas difficile pour toi d'être ramené sans cesse à ces moments compliqués? J'ai eu peur, ouais, quand, surtout quand on a changé le titre du film et tout ça, je me disais: «Oh là là, je vais être ramenée à ce mot d'emprise», Oui. enfin il y a eu un moment, vraiment difficile parce que j'avais envie aussi de joie et aussi parce que je crois que le film montre, le moment quand même où on s'en sort et Mmh. que pour les gens qui traversent ça et qui le voient, ils m'en parlent aussi comme quelque chose qui leur fait du bien, qui leur redonne un peu espoir ou confiance, même s'il y a dans le film le moment difficile, des crises. Mais ouais, j'ai eu, voilà, j'ai eu peur à un moment que, du coup, je me retrouve qu'on me replaque l'image comme si ce qui était arrivé, il y a 15 ans, c'était moi aujourd'hui, quoi. Mmh mh. Mmh. Hem, donc ça a été la petite crainte. Heureusement, ce que je reçois des gens qui sortent de la salle, c'est plutôt, même si ils ont traversé des émotions fortes pendant le film, mais ils en ressortent avec le sourire. Il y a quand Mmh. même, voilà, donc et moi, ce qui m'a toujours, maintenu la nécessité de continuer à me battre pour que ce film existe, parce que quand même il y a des moments où je me disais: «Mais cette histoire elle date, le film met tant de temps à se faire, moi je suis plus la même personne. Si je l'avais joué au moment où je l'ai écrit, là j'ai 10 ans de plus, qu'est-ce que ça raconte?» et tout ça et en fait, chaque fois, ça m'aidait parce que autour de moi, tous ceux même, les musiciens par exemple, même enfin ceux qui participent de la construction de ce film, à chaque étape, ils disaient: «Mais c'est génial parce que faut que tu penses chaque fois que c'est pour les autres». C'est-à-dire que toi, tu l'as vécu, mais il y a aujourd'hui quelqu'un qui est en train de vivre ça, en Mmh. ce moment. C'est pour eux et pareil quand je recueille les témoignages pour le groupe de parole et tout, ça c'est un truc que j'ai fait au tout début, avant même l'écriture du scénario, de recueillir la parole de ceux qui traversaient ça et c'est ça qui me raccroche chaque fois. Je me dis: «Ah mais» et rien ne me fait plus plaisir que, là, quand ils ont, bah, tous les paniqueurs, là, ceux du groupe de parole, quand ils ont découvert le film et tout, c'est leur, eux aussi, ils ont mis de leur histoire, dedans et rien que pour ça, je me dis: «Bah, c'est super» parce qu'en fait, on n'en parle pas assez de ça, Ouais, de ouais, ces ouais, 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 sensations-là au ouais. cinéma. Donc Oui, donc ça a du sens. oui, ça a du C'est ça. sens. Ouais, ouais. Mmh. Oui, et tu mentionnais la musique qui est donc, de Feu Chatterton, la musique du De film. Feu Chatterton, ouais et ça a été super la collaboration parce que justement, le temps de trouver, bah, le ton exact, du film,
par quelles émotions elle passe, Élise, quelle est la musique quand enfin elle va mieux, qu'elle s'en sort. Enfin, tout ça, ça a été des étapes assez longues. Et en fait, c'est agréable parce que donc c'est les 4 musiciens, c'est sans Arthur, sans le chanteur. Ils se sentaient tous concernés à un endroit par le sujet, à travers leur vie personnelle. Et du coup, j'avais l'impression, voilà, c'était pas juste une commande de la musique qui ferait un petit peu du lien entre les scènes. C'était vraiment, tiens, comment ensemble on aborde ce sujet-là. Oui, ça devait être génial comme mode de création. Ça part de quelque Ouais, chose d'humanité qui nous touche tous, quoi. Oui, on peut s'y retrouver d'une bah, manière ou c'est d'une autre. ça. Il y a une jeune femme qui a fait de la figuration non, oui, elle est venue en renfort technique sur une des scènes du film. Et par hasard, on a fait une projection là à Strasbourg. Et elle était là. Je savais pas qu'elle était là. Elle est venue me trouver après. Elle m'a dit, oui, voilà, moi j'étais venue une journée sur ce truc-là, mais je voulais juste vous dire, bah, votre film, en fait, il est d'utilité publique. Il faudrait que tout le monde le voit parce que voilà, moi j'ai traversé ça et tout. Et ça m'a rappelé ce que m'avait dit le guitariste pendant qu'on travaillait sur la musique et tout. Et je me suis dit, mais oui, vraiment, toujours être connecté à ça, quoi. Ce que les autres traversent, vivent. Tu fais ce film pour ça. Pour, Ouais. Eh bien donc, encore une fois, merci pour la discussion et puis merci pour le film, d'avoir accepté de rendre visible, comme on l'a dit, ces moments intérieurs qu'on cache souvent, comme la confusion, la panique, la dépendance affective, et surtout de l'avoir fait avec autant de délicatesse et d'humanité. Donc ton film est sorti le 13 mai dans les salles en France. Et va bientôt sortir en Belgique. On n'a pas encore la date exacte, mais dès qu'on l'aura, on la publiera sur les réseaux et sur les pages du podcast aussi. Est-ce qu'il y a un média particulier vers lequel on peut orienter les auditeurs s'ils veulent te contacter ou en savoir plus sur toi ? Eh bien, je n'avais pas Instagram depuis des années. Là, depuis 1 an, je me suis dit quand même pour le film, c'est pas mal. Donc, je sais que je reçois des messages par cette messagerie-là. C'est Marie Raymond 2. Il y a eu un 2 parce que j'ai dû une fois essayer de créer un compte et bref, mais voilà, c'est ça. Oui, ok. Eh ben, on notera tout ça en description de l'épisode. Encore un grand merci à toi et longue vie à ton film et à bientôt alors. Merci, à bientôt. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager ou lui donner 5 étoiles en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast ou suivre notre actualité sur Instagram @monologue-podcast. Enfin, Monologue, c'est aussi un site internet avec plein de ressources et d'idées pour vous inspirer et, si le cœur vous en dit, me partager vos monologues à vous. C'est à l'adresse www.monologue-podcast.com. À bientôt.